Dans les sciences expérimentales, nous avons donc vu que nous ne pouvions aboutir à des vérités définitives, mais seulement à des approximations de la vérité. Mais pour bien comprendre les sciences, il faut aussi explorer ce que nous nommons sciences théoriques. Les sciences théoriques ont pour fondement la démonstration et le raisonnement déductif, et non pas inductif comme pour les sciences expérimentales. Une démonstration est un mode de raisonnement fondé sur des règles logiques et dont l'ambition est de faire apparaître la vérité d'un raisonnement. Aristote considère ainsi la démonstration comme un organon, c'est-à-dire comme un instrument du raisonnement. L'objectif de la démonstration, pour lui, est de montrer que les relations qui existent entre les prémices d'un raisonnement impliquent nécessairement une certaine conclusion. La forme dans laquelle un tel raisonnement a lieu est le syllogisme. Le syllogisme est un raisonnement déductif. On va prendre une première prémisse, tous les hommes sont mortels par exemple, une deuxième prémisse, Socrate est un homme, et on va aboutir à une conclusion nécessaire, Socrate est mortel. La logique s'intéresse alors aux formes du raisonnement syllogistique. Il ne s'agit que de juger de la validité du raisonnement indépendamment de ce à quoi il renvoie et de ce que la réalité dirait. Le syllogisme démonstratif est ainsi un outil de la science, puisqu'il permet de valider un raisonnement. C'est pourquoi d'ailleurs on va le retrouver aussi dans les sciences expérimentales. Il y a évidemment une porosité entre le champ théorique et le champ expérimental. Mais il faut néanmoins distinguer à ce niveau-là la démonstration et la preuve. La preuve cherche à supprimer le doute et l'incertitude. La preuve est par ailleurs le plus souvent inductive. Elle raisonne depuis l'expérience ou depuis une connaissance particulière. Elle contient donc des éléments d'incertitude, ça c'est très important. Elle est donc probable par principe. Donc elle implique en quelque sorte un certain niveau de croyance. C'est un point sur lequel on reviendra au cours de l'année. La démonstration, elle, est universelle, contrairement à la preuve, qui peut être relative aux circonstances et aux personnes. C'est dans les mathématiques que va se développer la démonstration et par ailleurs que va se former l'idéal de la vérité scientifique aujourd'hui. Il est toujours difficile de réfléchir et de penser à ça, mais parce que ce sont des questions épistémologiques complexes, mais aujourd'hui, les mathématiques ont tendance à être considérées comme le canon de la science, c'est-à-dire c'est depuis les théories mathématiques, l'axiomatique en fait, que l'on va très souvent réfléchir et que l'on va utiliser comme outil fondamental pour formaliser des hypothèses expérimentales en physique par exemple. Alors les mathématiques, ça se forme notamment, ça se formalise dans l'Antiquité très tôt en fait, et l'un des moments importants de cette formalisation, ce sont les éléments de géométrie, donc un livre d'Euclide qui va instituer l'axiomatique que l'on connaît, donc la géométrie euclidienne. Alors qu'est-ce que c'est une axiomatique ? C'est en fait un ensemble d'axiomes et ça renvoie en fait à un mode de démonstration qui est fondé sur donc des axiomes, mais aussi dans les éléments de géométrie sur des définitions, des postulats ou des notions communes. Les postulats, les définitions, les axiomes sont relatifs aux entités primitives qui ne sont pas l'objet d'une démonstration eux-mêmes, ainsi que les notions communes qui sont pensées comme des énoncés universels et évidents. Les choses égales à une même chose sont égales entre elles, par exemple. Bon. Ce qui est intéressant ici de comprendre, c'est que la démonstration se donne ainsi à voir comme un processus de découvrement. Ça renvoie à la notion d'aletheia que l'on a déjà croisée. Un découvrement de la vérité à partir de données initiales, de base, qui sont postulées ou qui agissent comme des axiomes. D'ailleurs, l'une des questions sera à ce niveau-là de savoir comment se fonde ce que Descartes disait être de l'ordre de l'évidence, autrement dit d'une intuition de la vérité tellement claire qu'il ne semble pas nécessaire de la démontrer. Bon, souvent cette notion d'axiomatique elle est compliquée à comprendre, donc je vais essayer de donner une image qui permet parfois de simplifier et d'appréhender au moins de loin ce à quoi ça renvoie. Finalement, une axiomatique, c'est peut-être ni plus ni moins qu'un ensemble de règles du jeu que l'on admet au départ. Si vous jouez aux échecs, vous allez admettre un certain nombre de règles que vous postulez en quelque sorte,
et à l'intérieur desquelles vous allez déployer le jeu dans sa totalité. Par exemple, si vous dites qu'un cavalier doit avancer en L, ou qu'un pion peut avancer de 2 cases au premier coup, puis ensuite n'avancer que d'une case, vous êtes en train d'établir des règles. Ces règles, vous ne les prouvez pas. Vous ne pouvez pas non plus les démontrer. Vous ne pouvez pas dire qu'elles renvoient à une réalité au-delà de leur simple affirmation. En fait, ce sont simplement des règles que vous admettez, et le jeu d'échecs va être l'exploration d'un système de règles et de ses conséquences. Par exemple, les joueurs d'échecs, lorsqu'ils essayent de développer des ouvertures, ou lorsqu'ils essayent de réfléchir à des stratégies complexes, ne font finalement que tirer d'axiomes initiaux, donc de règles initiales admises, un ensemble de conséquences théoriques qu'ils vont ensuite essayer d'appliquer dans le jeu. Et bien finalement, peut-être que c'est une bonne manière d'appréhender les mathématiques, et de comprendre aussi que la géométrie, notamment que l'on apprend à l'école, au lycée, au collège, n'est qu'une boîte du jeu parmi d'autres. On a tendance à considérer que cette boîte de jeu, elle est fondée en quelque sorte sur l'appréhension du réel. Et peut-être d'ailleurs est-ce vrai, au départ, que la géométrie d'Euclide se fonde sur une certaine appréhension empirique du monde. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin, ces règles, cette axiomatique, donc ces règles du jeu de la géométrie euclidienne, ne sont pas du tout dépendantes du réel pour fonctionner. En fait, même si le réel n'était pas, ne semblait pas conforme à ce que Euclide en a fait avec sa géométrie, eh bien sa géométrie fonctionnerait quand même dans la mesure où les règles du jeu qu'il a données seraient cohérentes et pourraient fonctionner entre elles. Ce fait est d'autant plus vrai qu'il est possible en fait d'inventer des axiomatiques, par exemple des géométries, qui se fondent sur des règles différentes de celles de la géométrie euclidienne que vous connaissez, et qui fonctionnent parfaitement comme géométrie, alors même qu'elles ne semblent renvoyer à aucun objet physique, à aucune réalité extérieure en fait, au système de règles qui a été inventé. C'est d'ailleurs comme ça qu'est née la géométrie des espaces courbes, une géométrie qui a été déployée et développée, il me semble, notamment dans le courant du 19e siècle, et dont on va trouver finalement un usage physique, notamment avec Einstein, qui va l'utiliser pour formaliser des éléments de sa théorie de la gravitation dans la théorie de la relativité générale. Je vous invite pour ça, si ça vous intéresse, à vous diriger vers des chaînes de vulgarisation scientifique calées, pas comme moi. Vous pouvez aller voir ce qu'en dit Micmat, par exemple, qui doit parler des éléments de géométrie d'espace courbe, et Science étonnante, qui a dû aussi faire des vidéos sur cette question. Mais en tout cas, la géométrie des espaces courbes, elle fonctionnait, même si on ne savait pas qu'elle pouvait être en fait utilisée aussi pour décrire des objets physiques spécifiques, ou pour penser une théorie. Aujourd'hui, par exemple, si vous voulez étudier les trous noirs, vous avez besoin d'une géométrie qui n'est pas la géométrie euclidienne, qui précisément ne peut pas rendre compte de ce qui se passe avec le trou noir. Bon, donc finalement, la vérité, dans le cas de l'axiomatique, est avant tout une construction de l'esprit. C'est un ensemble de règles formelles qui sont articulées logiquement et desquelles on va déduire des conséquences théoriques qui ne peuvent se comprendre qu'au sein du système donné. Les sciences expérimentales, elles sont rattachées au réel. Elles renvoient explicitement et directement à des phénomènes donnés. Mais dans le cas de l'axiomatique, eh bien, il s'agit alors simplement d'une construction de l'esprit. En vérité, il serait intéressant de réfléchir au fait que même dans le cadre des sciences expérimentales, et comme le montrera notamment un philosophe que vous pouvez aller checker aussi, qui s'appelle Bachelard, même dans le cas des sciences expérimentales, ce que l'on dit, ce que l'on pense en science, relève toujours d'une certaine manière d'une construction de l'esprit. Ce que l'on peut dire en tout cas, et pour finir cette pastille, puisque ça n'est qu'une pastille finalement sur la science théorique, c'est que nous aboutissions au terme de notre parcours rapide autour des sciences à 2 définitions de la vérité. Dans le cadre des sciences expérimentales, ce à quoi on arrive, c'est que la vérité désigne finalement l'accord d'un certain discours avec les phénomènes observés. Et donc vous avez une vérité
scientifique, dans la mesure où le discours que vous produisez, donc par exemple les théories expérimentales que vous produisez, sont en accord avec les phénomènes que vous observez. Mais en fait, cet accord ne peut être jamais parfaitement prouvé, et donc on le poursuit, on le recherche, mais on ne pourra jamais être certain de l'avoir obtenu définitivement. Et c'est pour cela que dans le champ des sciences expérimentales, cette vérité dont je viens de vous parler, on ne fait que l'approcher, on l'approxime en quelque sorte. C'est-à-dire on ne cesse finalement de s'en rapprocher sans jamais être certain de l'avoir atteinte. Dans le cas des sciences théoriques, le cas est un peu différent. On peut dire que dans le cas des sciences théoriques, la vérité est l'accord du discours, donc par exemple de la proposition mathématique que vous êtes en train de faire, ou de la proposition géométrique que vous faites, avec les axiomes initiaux que vous avez admis. Un peu comme dans un jeu d'échecs, vous pouvez dire que tel coup est légal, par exemple. Donc il est vrai, en quelque sorte, au simple sens de cette conformité avec les règles initiales. Mais dans ce cas-là, l'axiomatique, elle a cette particularité d'être toujours, de permettre une forme de vérité, même d'une vérité universelle. Hein. Les vérités mathématiques sont vraies de toute éternité et partout. Il n'y a pas de relativité dans la vérité mathématique, mais elles ne décrivent pas le réel. Donc elles ont ce caractère peut-être insatisfaisant, en tout cas particulier, qui est qu'on ne peut pas fonder une compréhension du réel, a priori, seulement sur les mathématiques. Alors évidemment, cette question-là, elle va être aussi très discutée. En fait, l'une des questions philosophiques qui traversent la philosophie des maths, c'est de comprendre comment c'est possible que les mathématiques, qui doivent pouvoir se concevoir et se conçoivent en fait, indépendamment de l'expérience et de l'expérimentation, indépendamment du rapport avec le réel, avec la matérialité du réel, comment se fait-il pourtant que les mathématiques soient si utiles et si capables de formaliser en fait ce que l'on observe dans le réel? Pourquoi est-ce que si les mathématiques sont à ce point indépendants dans leur principe de la réalité physique, comment se fait-il que les physiciens ne cessent d'utiliser les mathématiques pour formaliser leur théorie? Bien là, il y a plusieurs hypothèses, beaucoup en fait. Il y a les réalistes par exemple qui vont dire qu'en fait les mathématiques dévoilent bien le réel et en fait même les principes structuraux du réel que nous observons autour de nous, donc en fait les coulisses en quelque sorte de la réalité. Et puis d'autres positions qui vont par exemple dire que les mathématiques, si elles fonctionnent si bien pour appréhender notre réalité, c'est qu'elles ne sont qu'une projection de notre esprit, et que comme nous observons le réel à travers un esprit humain, eh bien nous le formons en quelque sorte à l'image de notre esprit, et donc les règles que nous croyons voir dans le réel ne sont rien d'autre que les règles de notre propre esprit projeté en lui. Bon, ces questions-là, je ne vais pas m'y attarder pour l'instant, mais en tout cas, ici on voit que par rapport à la question de la vérité que l'on a essayé de penser, le point de départ qui était la réflexion sur la vérité relative était un point de départ intéressant mais éminemment problématique. En fait, ce que l'on peut dire ici, c'est que la vérité, par définition, ne peut pas être relative au sens où elle serait relative à un simple individu. Si la vérité était relative à un individu, alors elle se confondrait strictement avec la notion d'opinion, et dans ce cas-là, vous auriez une thèse sophiste. Dans le cadre de notre pensée, nous nous sommes rendus compte qu'il était peut-être intéressant de distinguer l'opinion et la vérité. La vérité est certes peut-être relative à certaines conditions particulières, notamment le fait qu'elle va se limiter, dans le cas des sciences expérimentales, à la compréhension des phénomènes, et donc ne pourra jamais décrire le réel tel qu'il est purement, comme le pensait Kant, mais toutefois, cette vérité, même si elle est relative à des circonstances, parvient à un certain niveau de généralité qui fait qu'elle n'est pas simplement relative à l'individu. Elle va être relative, par exemple, à des structures subjectives, mais communes à tous les individus, à toutes les consciences. Voire, la vérité peut atteindre un niveau d'universalité très haut, comme c'est le cas dans les mathématiques, et dans ce cas-là, elle n'a a priori rien à voir avec l'opinion, puisque le point de vue particulier d'un sujet ne changera en aucune manière le fonctionnement ou la concordance, la conformité d'une proposition avec les axiomes admis au départ. Donc, au terme de notre itinéraire, et comme conclusion
temporaire, puisqu'évidemment en fait toute l'année de philosophie va consister et consiste en fait à réfléchir à cette question de la vérité de manière transversale, mais on peut dire que la vérité est un concept qui a une validité indépendante de la simple opinion, et qu'en tout cas, même si on peut avoir tendance à vouloir être sophiste dans la vie de tous les jours, il peut être intéressant de conserver, au moins comme hypothèse de travail, qu'il existe la possibilité de propositions qui dépassent le simple point de vue individuel. Et donc je terminerai par une remarque d'ordre méthodologique qui peut être intéressante pour vos dissertations. Lorsque vous finissez vos dissertations en conclusion, ou parfois en troisième partie, vous avez tendance parfois à considérer qu'il est opportun de préciser que finalement chacun a son point de vue, que chacun a sa vérité. Que la question qu'on est en train de vous poser, eh bien chacun peut avoir sur cette question une approche particulière. Et cette remarque vous semble souvent pertinente car elle renvoie effectivement à une idée que l'on se fait des choses. On se dit souvent que le point de vue de chacun est respectable et intéressant. Mais c'est un peu limité. En fait, ce qui nous intéresse lorsque l'on fait de la philosophie, c'est, tout en admettant la pluralité potentielle des points de vue sur une question donnée, d'essayer de développer, de déployer un itinéraire rationnel qui nous mène vers une réponse qui, sans dire que c'est la seule possible, nous semble en tout cas la plus pertinente. Et donc, si vous ramenez toujours cette réponse potentielle à la relativité d'un point de vue qui dépendrait simplement de vos affects, de vos sentiments particuliers, et pas du tout de quelque chose que le lecteur de votre dissertation pourrait partager, eh bien, vous êtes ni plus ni moins en train de détruire en fait l'intérêt même de la lecture que l'on vient de faire. Pourquoi lire en effet le propos de quelqu'un qui de toute façon considère que son propos, quand bien même il essaierait de s'articuler sur une forme de rationalité, que son propos n'a strictement aucun intérêt, ou en tout cas pas plus d'intérêt que la proposition du premier venu. Donc, tout en considérant qu'il est encore une fois intéressant d'avoir une pluralité de points de vue et essayer de réfléchir à cette pluralité, il est important, je crois, d'assumer lorsque vous écrivez des dissertations, et en général, en fait, lorsque vous vous positionnez intellectuellement sur tel ou tel sujet, d'essayer de produire une réponse à laquelle vous croyez, à laquelle vous adhérez, parce que vous avez des arguments rationnels, des éléments en fait en sa faveur qui vous semblent plus pertinents que d'autres. Voilà. Donc je vous laisse ici pour ce cours. Peut-être que je ferai un appendice pour proposer une troisième partie à ce cours sur la vérité. Pour l'instant, je vais enchaîner avec le deuxième grand chapitre de l'année, et vous verrez de toute façon assez vite dans la playlist apparaître, si jamais, l'appendice, donc la troisième partie de ce cours, si cela me semble nécessaire.